Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette session de la communauté Azure Québec. Il faudrait que ça marche mon affaire. Okay. Petit rappel, on a un compte Twitter depuis le mois d'août dernier. Donc, si vous voulez nous joindre ou communiquer avec nous, que ce soit pour poser des questions, pour interagir ou pour proposer des sessions, si ça vous intéresse de participer, puis de vous impliquer, puis de donner des présentations, c'est le meilleur moyen de nous joindre. Donc, @Azure Québec, puis on est là, on va répondre. Aussi, merci aux nouveaux membres de notre communauté. Donc, avec cet événement-là, on a de nouveaux membres qui se sont joints à la communauté Azure Québec. Donc, je leur souhaite la bienvenue. Petit rappel pour tous, que vous soyez nouveaux ou des anciens abonnés, notre chaîne YouTube est toujours là, est bien là, puis elle s'enrichit au fur et à mesure. Donc, sur YouTube, vous avez le lien en bas. Donc, c'est communauté Microsoft Azure Québec. Puis, chaque session qu'on va donner va se retrouver là-dessus. Donc, si vous voulez revoir nos sessions ou si vous les avez manquées, vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Partager mon écran. Et pendant que tu partages ton écran, excuse-moi, je vais rajouter un petit point là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, Maxime ou moi allons répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Ok, merci pour cette introduction et merci à tous d'être en ligne ce soir avec nous. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est un petit peu différente parce qu'on va parler d'une thématique qui est moins technique, qui a plus rapport avec l'ingénierie financière dans le cloud et plus spécifiquement dans Azure. Donc, pour vous donner un petit peu plus de contexte sur qui suis-je, donc je me nomme Maxime Coquerel, je suis directeur Cloud Security Architect pour une large institution financière canadienne. Et puis, je suis également Microsoft MVP depuis quelques années déjà. Donc, je n'hésite pas à faire des présentations comme celle que je vais faire ce soir ou encore à publier des articles techniques, des vidéos, à contribuer auprès des différentes communautés. Donc, c'est un peu ça le rôle d'un Microsoft MVP. La session de ce soir va être une session, comme je l'ai précisé, qui ne va pas être forcément trop technique, mais plus une session qui est basée sur des retours d'expérience. Donc, ce sont des retours d'expérience que j'ai eus dans mes précédentes expériences professionnelles. Je ne suis pas autorisé par ma compagnie actuelle à parler de ce qu'on fait en termes d'ingénierie financière pour le cloud. Donc, c'est vraiment des expériences passées qui ce sont des expériences que j'ai pu avoir en étant consultant ou auprès de mes précédentes expériences, mais en aucun cas, ce que je vous parle ce soir, ce sont des choses que l'on fait ou que l'on peut faire dans la compagnie pour laquelle je travaille. Donc, merci Tidjani pour cette introduction. Donc, on vous a bien présenté que donc on a un nouveau Twitter pour la communauté Microsoft Azure Québec. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner et puis n'hésitez pas à nous suivre. Et on est toujours en recherche de nouveaux conférenciers, que ce soit sur des thématiques qui peuvent être des thématiques assez courtes. Si vous avez un sujet, une idée juste qui peut prendre un quart d'heure, 20, 30 minutes ou une heure, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, souvent, ça peut être aussi l'occasion de tester vos présentations avant de les soumettre à des lors de plus grosses conférences, par exemple. Donc, si vous voulez vous pratiquer un petit peu, ça peut être une bonne occasion aussi. Donc, avec Tidjani, on est très fiers aujourd'hui d'avoir plus de 953 membres.
auprès de cette communauté directement sur Meetup. Donc l'objectif d'une communauté, c'est qu'il faut que ça vive. Donc pour que ça vive, il faut des conférenciers différents. Donc c'est pour ça que toutes les bonnes suggestions, les bonnes idées, on est vraiment friand de ça et puis on n'hésitera pas donc à vous recontacter derrière. En tout cas, merci à vous et de faire partie de cette communauté. Je reprends un slide que Tidjani a présenté précédemment. On a notre channel YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir un petit peu d'audience pour du contenu, essentiellement du contenu francophone. Ça commence à devenir intéressant et c'est aussi une façon pour vous, en tant que futur conférencier, de vous donner de la visibilité sur ce que vous faites dans votre domaine d'expertise, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve de super intéressant. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Merci. Donc, j'ai fini mon étape de promotion marketing de la communauté Microsoft Azure. Donc, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que le FinOps, pourquoi on fait du FinOps. On va voir ensemble un petit peu l'anatomie d'une facture cloud. Puis, à chaque fois, je vais essayer de vous faire des parallèles avec mes précédentes expériences, ce qu'on a pu avoir, comment on a pu traiter tel ou tel cas de figure, et puis surtout les endroits où on s'est planté, donc où on a fait des erreurs, où on est revenu en arrière, où on a fait autre chose. Donc c'est aussi, je pense, ce qui peut être intéressant pour vous d'avoir ce feedback-là. Et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans des thématiques un peu plus techniques, où on va parler de tags, de labels, de subscription, on va parler de management group, et puis on verra une partie sur la partie, je pense, qui va tous nous intéresser, qui est la partie optimisation, c'est-à-dire comment on sauve des coûts directement avec quelques quick wins que l'on peut mettre assez facilement en place. Et enfin, dans une dernière partie, on verra les différents outils qui sont disponibles sur le marché pour faire de ce qu'on appelle du cost management, du suivi de coûts, de la prévision financière. Donc ça, ce sont des choses qui sont aussi également intéressantes. Donc on verra 3 outils qui sont disponibles sur le marché avec lesquels j'ai pu travailler dans mes précédentes expériences. Donc je vais vous faire des retours également par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que le FinOps? C'est vraiment une nouvelle tendance, en fait, où on a pu avoir il y a quelques années les DevOps, on a des équipes de DevOps, de CloudOps, de SecOps pour la partie sécurité. Et désormais, en fait, dans les équipes cloud, on fait entrer une nouvelle équipe, on fait entrer des personnes avec des compétences financières. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un peu tous, je pense, la plupart des organisations sauté dans le bateau du cloud et on a vraiment commencé à déployer des services, etc. Puis, un des arguments de migration du cloud, souvent, c'est la réduction de coûts par rapport à nos infrastructures on-prem. Mais en fait, si vous ne faites pas un effort de suivi de coûts, de traçabilité de coûts et un effort de nettoyage, d'optimisation, finalement, vous allez vous retrouver avec des coûts d'infrastructure qui vont être complètement horribles, qui vont être supérieurs à vos coûts d'infrastructure que vous pouvez retrouver au sein d'une infrastructure on-prem, au sein d'une infrastructure classique. Donc, en fait, ces FinOps-là, donc, ce sont des gens qui ont plus un background financier et qui vont donc travailler directement ou être directement inclus au sein d'équipes cloud. Donc, c'est vraiment une nouvelle profession qui se développe depuis quelques années. Donc, bien entendu, l'objectif, ça va être d'avoir 6 principes en place
Donc, le premier des principes, ça va être, donc là, je parle des 6 principes liés au domaine FinOps. Donc, ça va être d'avoir une collaboration très forte avec l'équipe, d'avoir ce qu'on appelle une vraie valeur ajoutée sur les décisions business qui sont liées au cloud, de responsabiliser les gens, d'avoir un sentiment d'ownership. Si je peux faire un parallèle, j'avais un de mes précédents employeurs qui, pour nous sensibiliser, en fait, avait diffusé en fait les coûts cloud que l'on consommait sur l'ensemble des télévisions en fait qui étaient dans nos différents bureaux. Et chaque jour, on se rendait compte en fait des coûts de ce qu'on consommait pour nos différents environnements, que ce soit nos environnements d'engineering, de pré-production et de production. Et en fait, on se rendait compte qu'il y a pas mal de personnes qui pensaient à éteindre la lumière en sortant du bureau le soir, mais qui forcément ne stoppaient pas, par exemple, leurs instances, leurs machines virtuelles qui s'exécutaient directement dans nos différents environnements. Et en fait, on a fait un parallèle entre les consommations qui étaient faites juste par des oublis ou par un petit peu du laisser-aller, et puis on s'est rendu compte de l'envergure de ces montants financiers-là, qui étaient complètement fous dans ce cas-là. Et donc, pour sensibiliser les gens, la stratégie ça avait été en fait de diffuser les coûts. Et donc, on avait les coûts sur toutes les télévisions du bureau, et on avait les coûts par équipe. Et on pouvait se rendre compte que il y avait des équipes qui étaient plus ou moins disciplinées par rapport aux autres. Et ça avait créé une certaine compétition d'optimisation de coûts entre les équipes pour dire je ne veux pas être celui qui consomme le plus, donc je vais faire attention, et puis je vais mettre en place une série de mesures de stratégie pour optimiser mes coûts, ce qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation. Un autre point important, le point numéro 4, c'est d'avoir du reporting. Parce que avoir simplement un montant qu'on consomme, c'est bien, c'est une première étape, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une vision granulaire de vos dépenses et de savoir ce que vous allez dépenser par projet. Et vous allez souvent, en tout cas, le retour d'expérience que je peux vous faire là-dessus, c'est que souvent, on a des fausses idées. C'est-à-dire qu'on pense que tel ou tel projet dépense un volume financier vraiment important. Et puis, vous allez vous rendre compte avec de l'analytique et avec du reporting que ce n'est pas forcément le cas. C'est, par exemple, si vous commencez à avoir votre engineering qui coûte plus cher que votre production, dans certains use cases, dans certains scénarios, vous pouvez avoir des questions à vous poser. Donc, d'avoir quelqu'un qui fait ce tracking-là, et puis surtout qui est la personne clé en fait qui va faire l'interface entre la partie business, donc vos product owners, la partie exécutive, parce qu'il y a de très fortes chances que votre équipe CloudOps, vous ayez votre Chief Information Officer qui vous demande du reporting pour vous dire là, qu'est-ce qu'on a dépensé ce mois-là, ce mois-ci, pourquoi le mois d'après, on a une augmentation de 20% de nos dépenses, comment tu expliques nos dépenses, et faire cet exercice de pourquoi on a augmenté nos dépenses. C'est un exercice qui est vraiment, vraiment compliqué si vous n'avez pas déjà mis en place un certain nombre d'outils, si vous avez essayé si vous n'avez pas forcément mis, par exemple, de tags ou de stratégies en place que je vais vous expliquer par la suite. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple à réaliser. Et puis, souvent, quand on parle de cloud, dans la conception du cloud, on a vraiment trois grandes étapes. On a de l'infrastructure as a service, du PaaS et du SaaS. Et souvent, dans les premières migrations, quand on migre des applications qui sont on-prem vers le cloud, souvent, ce qui est réalisé, c'est un lift and shift. C'est-à-dire qu'on va migrer des machines virtuelles et on va déplacer ces machines virtuelles dans le cloud, dans vos souscriptions Azure, par exemple. Et là, vous allez vous rendre compte que cette migration coûte et vous n'allez pas avoir forcément des économies de coûts qui vont être importantes parce que finalement, qu'est-ce que vous faites ?
vous recréez des serveurs dans des souscriptions Azure. Et en termes de coût, c'est une catastrophe, que ce soit en termes de coût d'opération, en termes de coût de fonctionnement de ces machines virtuelles. Donc souvent, ça, c'est vraiment la première étape. Et une fois qu'on a fait cette migration-là, souvent, l'application va être réarchitecturée et on va migrer plus vers des services PaaS, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer un serveur avec une base de données Oracle dans votre souscription Azure, vous allez plutôt regarder pour utiliser des services managés pour recréer une autre base de données sur une autre technologie, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir prendre un service managé comme Azure Database et avoir une base de données PostgreSQL quand vous allez redesigner votre application. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment être gagnant parce que vous allez sauver les coûts compute, donc c'est-à-dire les coûts d'avoir une machine virtuelle qui tourne, une ou plusieurs machines virtuelles qui tournent 24 heures sur 24, les coûts de licence qui sont associés à avoir une base de données Oracle. Donc, la solution, toujours, rappelez-vous, c'est dès que je peux utiliser un service managé, que ce soit pour une base de données, que ce soit pour un service qui va envoyer des emails, c'est vraiment, en termes de coûts, souvent c'est le choix à faire parce que vous n'allez pas avoir à redéployer une machine virtuelle, un nouveau serveur qui va fonctionner 24 heures sur 24, ou vous allez avoir des coûts d'opération parce qu'il va falloir le mettre à jour, l'exploiter. Vous allez vous retrouver dans un scénario en fait qui va être le scénario que vous avez en ce moment on-premise directement sur site avec vos data centers classiques. Donc je me suis un petit peu éloigné des 6 principaux principes du FinOps, mais gardez ça en tête que la personne qui va jouer ce rôle-là, c'est une personne clé dans votre équipe qui va faire l'interface entre votre exécutif, vos product owners, la partie finance et procurement, et les équipes d'opération. Donc là, c'est vraiment un slide qui explique ce que je viens de vous présenter. Donc vraiment d'avoir une personne ou dans un scénario complètement idéal, ce serait en fait d'avoir une équipe dédiée de FinOps si vous travaillez pour une très grosse organisation. Mais le plus souvent, on peut retrouver une voire 2 personnes en fait dans les grandes équipes CloudOps qui assurent ce rôle-là. Parce que donc vous allez faire de la gestion de coûts, non pas pour un seul fournisseur, par exemple Azure, mais vous allez faire ça pour si vous êtes multi-cloud, si vous avez des stratégies multi-cloud sur AWS, Azure, Google Cloud, et vous allez vous rendre compte dans des scénarios un peu plus évolués, des scénarios un peu plus complexes, que dans certains cas, en termes de coûts, il est peut-être plus avantageux d'avoir tel ou tel service qui fonctionne au sein de la plateforme AWS ou alors d'autres services au sein de la plateforme Google Cloud. Donc tout ça, ce sont également des questions vraiment intéressantes à se poser, mais pour arriver à ce degré de maturité-là, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce qu'on a dans ces souscriptions, quelles sont nos applications, quels seront nos coûts par application. Et donc ça, c'est vraiment un scénario vraiment avancé. Le jour où vous arrivez à ce degré de maturité-là, c'est-à-dire que vous avez quand même une bonne équipe FinOps en place et qui vous a déjà énormément sauvé de coûts. Donc, pourquoi on fait du FinOps? Je voulais un petit peu déjà préciser. On fait du FinOps essentiellement pour 3 choses. Être informé, c'est-à-dire savoir ce qu'on a réellement et savoir ce qu'on consomme réellement dans nos différentes souscriptions. Pour optimiser les coûts, c'est-à-dire toujours l'objectif, c'est vraiment de payer ce qu'on consomme. Par définition, on a souvent tendance un peu à sursizer, que ce soit nos machines virtuelles, nos services. C'est assez complexe d'avoir une bonne vision sur ce qu'on consomme réellement, ce qu'une application consomme réellement en termes de ressources. Et donc après, pour la partie opération, c'est-à-dire de pouvoir aligner vos coûts avec un business plan, avec des business cases, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Pourquoi on fait du FinOps? La première raison pourquoi on fait ça, c'est pour sauver des coûts. Et donc, sauver des coûts, ça vous permet de répondre à 2 problématiques. 1,
faire des économies. Ça, c'est une problématique. Mais la deuxième problématique, enfin plutôt la deuxième réponse, c'est que ça va vous permettre de dégager de l'argent sur vos budgets et de réutiliser cet argent pour, par exemple, faire de la recherche, de la R&D, de la recherche et développement, faire des preuves de concept. Souvent, on voit beaucoup d'entreprises qui disent ah ouais, mais non, on ne va pas s'aventurer à faire trop de R&D parce qu'on n'a pas les moyens d'investir là-dessus, etc. Mais il y a plein de petits quick wins que vous pouvez mettre en place pour juste récupérer et dégager de l'argent par rapport à des ressources et à des services qui tournent 24 heures sur 27, 24 heures sur 7, qui ne sont pas forcément exploités correctement. Donc ça, c'est aussi un autre point qui est vraiment important à garder en tête. Et puis, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemble une facture cloud. Ça, c'est une facture cloud, une des factures cloud Azure qu'on peut retrouver. Donc, c'est un peu indigeste. Souvent, vous avez les coûts qui vont être par type de service, par type de ressources, et puis vous avez un coût unitaire qui est calculé, puis c'est tout. Donc vous vous retrouvez avec un montant, puis ok, ben vous savez que dans ce premier exemple, pour le General Block Blob GRS, bon dans ce cas-là ça n'a rien coûté, mais pour du LRS, ben, ça n'a rien coûté aussi, sauf pour du file où ça a coûté par exemple 29 cents. Dans ce cas-là, ben, vous avez cette information, mais vous ne savez pas à quel projet c'est associé. Il y a beaucoup d'organisations qui fonctionnent avec ce qu'on appelle de la refacturation en interne. C'est-à-dire que vous avez l'équipe CloudOps, l'équipe CloudOps avec la personne qui joue le rôle de FinOps, elle va consigner tous les coûts et après, en fait, il va y avoir une certaine refacturation, c'est-à-dire que les coûts qui sont consommés pour un projet, et ben, en fait, le projet va être responsable de ces coûts. Et donc, va devoir imputer au sein de son budget, dire, OK, ben là, on a retiré, par exemple, $500 par mois parce que c'était des coûts qui étaient liés à notre infrastructure. Et ça, c'est vraiment important de faire ça parce que quand vous faites ça, déjà, vous responsabilisez vos équipes projet, vos directeurs projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et quand vous allez faire des business cases, en fait, pour vous rendre compte de quelle est la marge de profit que je peux dégager, par exemple, avec une de mes applications, ben, cette marge de profit, en fait, elle va être calculée et elle va être juste si vous avez une bonne connaissance de vos coûts d'infrastructure et que ce ne soit pas un coût qui est fait à la louche où on dit « Ah bah oui, environ, ça coûte $500 par mois. » Non, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une visibilité détaillée sur en ce moment, on consomme ça. Le mois prochain, on va avoir par exemple une augmentation de 25% et cette augmentation s'explique pour telle raison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important parce que si vous êtes capable d'expliquer pourquoi vous dépensez plus ou pourquoi vous allez dépenser plus, ce sera auprès d'un financier, ce sera toujours beaucoup plus justifiable que de dire oui, c'est parce qu'on a lancé une nouvelle fonctionnalité. Mais le financier, qu'est-ce qu'il va vouloir? La personne qui joue ce rôle de financier dans votre organisation, elle va vouloir calculer l'investissement qu'il a fait pour développer cette fonctionnalité et le retour qu'il va avoir. Et donc, dans certains cas, vous pouvez développer des fonctionnalités pour certains de vos produits qui vont coûter énormément en termes de coûts d'infrastructure et qui vont avoir un tout petit et qui ne vont pas avoir un retour qui va être profitable à l'organisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à se souvenir et important à garder en tête, en fait. Toujours la clé, c'est savoir expliquer ses dépenses. Donc, pour expliquer vos dépenses, de nombreuses organisations fonctionnent avec ce qu'on appelle dans Azure, là je fais un focus sur Azure, ce qu'on appelle des management groups. Un management group, vous pouvez voir ça un peu comme une unité d'organisation logique. Et dans cette unité, vous allez pouvoir définir des souscriptions. Et dans ces souscriptions, ben, vous allez avoir des ressources groupes et après, vous allez avoir des ressources.
Sur mon écran, on peut voir que là, j'ai par exemple un Route Management Group, donc qui va être le management group principal de notre organisation. Et après, on va créer un management group marketing. Et dans ce management group marketing, on va pouvoir mettre plusieurs souscriptions. On va pouvoir avoir souvent une souscription qui va être liée au développement des outils marketing ou à la production des outils marketing. On va avoir différentes souscriptions. L'intérêt de séparer ces différentes souscriptions au sein d'un management group, c'est que vous allez pouvoir extraire les coûts beaucoup plus facilement parce que vous allez pouvoir extraire les coûts d'un management group directement ou encore extraire les coûts d'une souscription bien particulière. Et si vous êtes capable d'attacher vos souscriptions à un projet, eh bien, quand vous allez faire à la fin du mois vos calculs de coûts, savoir quel projet a dépensé quoi, etc., ça va être vraiment, vraiment beaucoup plus simple pour vous. Et l'autre point qui est vraiment important, c'est de regarder à l'intérieur de cette souscription, quelles sont les ressources groupes qui m'ont coûté de l'argent. Parce que au sein de votre équipe, je donne un exemple, vous développez un produit de marketing, au sein de votre équipe, vous allez par exemple avoir plusieurs ressources groupes. Par exemple, vous allez avoir un ressource groupe qui va être lié à une fonctionnalité précise et vous allez vouloir dans ce ressource groupe-là, vous allez avoir des ressources qui vont être liées à une fonctionnalité précise et vous allez vouloir connaître ce coût-là. Et donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire et mettre en place que si vous avez une bonne gouvernance et une bonne hiérarchie. C'est-à-dire que vous avez des management group par unité d'organisation et qu'après ça, vous avez séparé ça à un niveau soit par souscription, soit directement au niveau de vos ressources groupes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important à connaître et à comprendre. Si vous avez une seule souscription et que vous avez tous vos workloads Azure qui s'exécutent dans cette souscription, c'est aussi quelque chose qui peut être envisageable en termes de gouvernance. Ça va être une gouvernance qui va être plus complexe, donc vous allez souvent créer des ressources groupes par tiers d'environnement, par exemple un ressource group pour votre application dev, un ressource group pour votre application de non-production ou encore un ressource group pour votre application de production. Et à l'intérieur de ces ressources groupes-là, vous allez déployer vos ressources. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'au niveau du ressource group, vous allez appliquer un tag avec un identifiant pour dire bah, ça, c'est le ressource group dev et le responsable de ce ressource group de développement, c'est Bob dans l'organisation. Et donc, les coûts qui sont associés à ce ressource groupe-là vont se répercuter directement sur le projet de dev et plus spécifiquement sur le projet de Bob. Donc, ça, en fait, ce que vous faites, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comment déployer des tags directement et taguer vos ressources. Parce que pour une équipe CloudOps, c'est encore plus pour quelqu'un qui joue le rôle de FinOps, pour lui, ça peut devenir l'enfer de se dire, OK, mais cette ressource, ce compte de stockage Azure, il est utilisé par quelle équipe? Par quoi? Est-ce qu'on s'en sert réellement? Et tout ce travail de recherche-là, si vous ne l'avez pas anticipé en amont, vous allez perdre énormément de temps, énormément d'efforts, et vous n'allez pas être capable de répondre à la fameuse question, ce coût, cette ressource, ce coût, il est lié à quel projet, pour quel besoin, et quel est le profit qui va en être tiré, la profitabilité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre et à se souvenir. Donc pour ça, la clé, et vraiment la clé, c'est ce qu'on appelle les tags. Vous pouvez voir dans mon exemple, j'ai mon ressource group, il est tagué avec le owner de ce ressource group, donc dans ce cas-là, la personne s'appelle Maxime, et son cost ID, donc ça, ce qui est notre code projet, par exemple, si on veut faire un parallèle, et IT 1, 2, 3, 4. Et donc, si j'ai l'ensemble de mes ressources groupes, l'ensemble de mes ressources groupes et de mes ressources qui sont taguées, je vais pouvoir vraiment, quand je vais faire ma synthèse financière à la fin du mois sur quelles ont été mes dépenses, je vais pouvoir filtrer et dire, OK, maintenant, je veux connaître toutes les dépenses qui sont liées au code projet IT 1, 2, 3, 4. Et donc, avec un tag, je vais pouvoir juste lister toutes les ressources qui ont mon tag IT 1, 2, 3, 4.
Et après ça, je vais pouvoir regarder qui est le propriétaire de ces ressources, donc par exemple Maxime, et je vais pouvoir aller lui demander pourquoi entre le mois de septembre et le mois d'octobre, il a eu une augmentation de 25% de ses coûts. Et on va pouvoir faire ce travail de suivi, en fait. Et donc, pour faire un parallèle, là, je vous fais un parallèle avec une de mes expériences professionnelles que j'avais eues là-dessus. J'ai travaillé pour une organisation au début où, quand on nous a commencé à nous demander de justifier nos coûts d'opération cloud pour regarder par rapport à ce qu'on consommait, aux dépenses qu'on avait. On n'avait pas toute cette gouvernance en place de gestion de coûts avec les tags, etc. Et donc, on a passé les 2 premiers mois uniquement à chercher, dire, OK, cette ressource, est-ce qu'elle est toujours utilisée par tel projet, etc. Et on a dû faire le point avec l'ensemble de nos différents équipes projets pour savoir s'ils utilisaient toujours cette ressource-là. Et puis, est-ce que c'était des ressources qui étaient correctement dimensionnées ou pas? Enfin, ça a été un travail vraiment d'arrache-pied et vraiment complexe à faire. Donc, c'est pour ça, si vous débutez et si vous êtes juste en train de faire des projets de migration dans le cloud, pensez à cet aspect de gouvernance des coûts et à cet aspect de tag qui est vraiment important à mettre en place dès le début. Une fois que vous avez ça en place, après, ça roule comme sur des roulettes. On va le voir par la suite. Et donc, on s'est dit, mais il va falloir qu'on trouve une solution parce que ces tags-là, on avait des équipes qui déployaient des ressources, puis déjà, elles déployaient des ressources avec pas forcément avec la nomenclature qu'on souhaitait. Elles n'appliquaient pas forcément nos tags liés à la gestion des coûts. Donc, on s'est dit, mais ça ne peut plus durer. On a travaillé pendant 2 mois d'arrache-pied pour mettre tout ça d'équerre. Et puis là, on va se retrouver, on commençait à avoir des ressources qui apparaissaient, où les tags manquaient, etc. Donc, on s'est dit, mais non, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut que absolument on puisse bloquer les déploiements si les tags ne sont pas définis quand la ressource se provisionne dans Azure. Et donc, la réponse à ça, pour faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des Azure Policy. Donc, ça va vous permettre, en fait, ça va vous permettre de définir, par exemple, que telle ou telle ressource, si vous voulez la déployer, eh bien, elle doit avoir tel ou tel tag de mentionner et de compléter. Et si vous n'avez pas ces tags, ben, vous n'allez jamais pouvoir aller jusqu'au bout de votre déploiement. Donc, dans ce cas-là, si on utilise l'anglicisme, vous allez enforcer directement des tags et vous allez obliger vos équipes à déployer vos ressources en étant taguées. Et donc, dans ce cas-là, vous allez booster votre gouvernance et vous, en tant que CloudOps ou en tant que FinOps, vous allez vraiment vous simplifier une partie de votre travail, d'avoir une bonne gouvernance avec des tags qui sont en place. Donc ça, je vous donne un exemple. Après ça, vous avez du reporting. Donc, vous pouvez voir là dans un très mauvais cas de figure où on peut voir que la policy que j'avais mis en place, elle n'est pas compliant parce que j'ai une ressource qui est conforme et j'ai 9 ressources qui ne sont pas conformes parce que les tags manquent. Donc, vous avez plusieurs types de policy. Vous allez avoir des policies qui vont vraiment bloquer le déploiement d'une ressource si les tags ne sont pas présents, carrément. Donc ça, vous enforcez. Moi, au début, c'est ce que je vous conseille c'est vraiment ce que je vous conseille de mettre en place, de carrément bloquer le déploiement. Et après, vous allez pouvoir configurer votre policy dans un premier temps en audit mode. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous donner une vue d'ensemble de quelles sont les ressources qui sont conformes, quelles sont les ressources qui ne sont pas conformes. Et après ça, vous allez pouvoir appliquer votre policy directement avec le mode enforcé, donc enforcé, ça veut dire que vous allez carrément bloquer tous les futurs déploiements si vos tags ne sont pas complétés, par exemple.
Donc, on a fait ça, on a fait cet exercice, ça a été super, ça a été vraiment intéressant, on a forcé nos utilisateurs, nos utilisateurs de notre plateforme cloud à déployer des ressources taguées. Et puis là, on s'est dit, ben ouais, on a toujours des factures qui sont quand même vraiment importantes. Maintenant, on commence à comprendre un peu plus ce qui se passe. Et donc, en regardant en détail, on s'est dit, mais il va falloir qu'on planifie un grand ménage d'été. Et donc, on a commencé à lister un petit peu toutes les ressources telles que des disques qui n'étaient pas liés à une machine virtuelle, à supprimer des services qui n'étaient pas forcément utilisés, parce qu'en discutant avec les équipes projet, nous disaient « Ah oui, mais ça avait été une preuve de concept qui avait été fait il y a 6 mois, puis on ne l'utilise plus vraiment. » Donc, on a commencé à supprimer ces services-là. Des services, des bases de données qui n'étaient plus utilisées, des anciens snapshots, ou encore des machines virtuelles qui étaient déployées. Donc oui, on avait des machines virtuelles parce qu'on n'utilisait pas que des services managés. Pour beaucoup d'organisations, je pense que c'est encore utopique de penser que l'on peut utiliser que des services managés. Bien entendu, on se retrouve avec des machines virtuelles pour des besoins qui sont vraiment spécifiques. Et par défaut, si vous discutez avec un développeur, j'ai rien contre les développeurs, si vous discutez avec un développeur, vous lui dites ton application elle a besoin de quoi pour fonctionner, mais il va vous dire si je peux avoir une machine avec 8 corps et 64 Go de RAM, je dirais pas non. Et donc vous allez vous dire oui, mais en réalité ton application elle consomme en permanence ces 64 Go de RAM et ces 8 cœurs. Ah, bah pas vraiment, je ne suis pas vraiment sûr, etc. Du coup, ce qu'on a commencé à faire, parce qu'on avait des équipes qui n'avaient pas forcément de visibilité sur la consommation de leurs applications, on est parti d'une règle où on s'est dit, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va downsizer, donc ça veut dire qu'on va diminuer la taille de l'ensemble de nos instances, de l'ensemble des instances. Et puis, on va voir, en parallèle de ça, on avait une équipe qui travaillait sur la partie monitoring pour monitorer nos applications, donc, mais ça mettait quand même du temps à se mettre en place. Donc, on a downsizé l'ensemble des machines virtuelles. Et puis, on s'est rendu compte que on a eu quelques plaintes. Oui, il y a eu quelques applications qui étaient, dans ce cas-là, vraiment sous-sizées. Mais le 80% des machines virtuelles qui s'exécutaient continuaient encore à fonctionner. On avait toujours des performances qui étaient acceptables. Et donc, juste avec ça, on a fait descendre nos coûts de façon considérable. Et puis après, on s'est rendu compte que on avait des machines virtuelles qui étaient utilisées par nos équipes de développeurs qui travaillent de 9h à 19h, on va dire, à peu près, chaque jour, et du lundi au vendredi. Donc, on a commencé à mettre en place des scripts pour stopper automatiquement nos machines virtuelles. Ce que je vous dis, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment rien d'exceptionnel. En faisant ça, on a encore fait chuter notre facture, et de façon vraiment considérable. On était, juste avec ça, on a quasiment divisé nos coûts par 2. Je vous dis bien nos coûts par 2. Donc, c'est quelque chose de complètement fou. Donc là, on a commencé à dégager, puis à se rendre compte que on pouvait sauver de l'argent. Donc, ça a commencé à intéresser beaucoup plus de monde dans l'organisation dans laquelle je travaillais. Et donc, on s'est dit, cet argent-là, on l'avait budgété de toute façon. Donc, on va s'en servir pour des preuves de concept, pour des projets de recherche et développement. Donc, on sauvait de l'argent, en fait. En fait, on générait de l'argent simplement en stoppant des machines virtuelles, en resizant des machines virtuelles, en supprimant des disques qui étaient abandonnés, qui n'étaient pas liés à une machine virtuelle, ou encore des vieux snapshots qu'on ne servait plus, des adresses IP publiques qui avaient été réservées également. On a pu stopper tout ça. Donc, on a dégagé et on a dégagé pas mal d'argent avec ça. Donc ça, c'était une bonne chose. Et puis après ça, mon directeur de l'époque me disait, mais Maxime, là, on a des machines virtuelles qui tournent depuis plusieurs années. On en a vraiment besoin pour nos projets. Et puis maintenant qu'on les a
downsizé, qu'on a vraiment, on a travaillé avec l'équipe projet, on s'est rendu compte un peu plus de ce que l'application consommait, on a une bonne idée de ce que ça consomme, puis ces machines-là, on est obligé de les avoir, on ne peut pas basculer vers des services managés. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour encore optimiser les coûts? Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ce qu'on appelait des reserve instances, c'est-à-dire vous vous engagez à payer votre machine virtuelle sur un an, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1 an, 3 ans ou 5 ans. Donc, c'est un contrat que vous faites directement avec Microsoft. Et donc, vous allez pouvoir utiliser une machine virtuelle avec un prix à rabais. Vous allez encore avoir un discount. Pourquoi vous avez ce discount-là? Parce que vous vous êtes engagé à payer cette machine-là pendant 2 ans, 3 ans ou encore 5 ans. Et donc, on a fait cet exercice-là et puis on s'est rendu compte que pour plusieurs de nos projets, on a pu encore sauver des coûts et encore optimiser nos coûts de cette façon-là. Donc, ce que je veux vraiment vous faire comprendre avec ce slide-là, c'est que pour sauver des coûts, il y a plein de petits quick wins qui peuvent être en place. Commencez par lister les services qui sont plus utilisés, les disques abandonnés, les anciens snapshots, les adresses IP publiques qui sont pas utilisées, les passerelles VPN qui sont pas non plus connectées, qui sont plus utilisées. Éteignez vos machines virtuelles, ça c'est la clé, ça. Rien qu'avec ça, vous allez faire chuter vos coûts vraiment de façon considérable. Et après, si vous pouvez redimensionner les services que vous utilisez. Donc, vous pouvez redimensionner, que ce soit les bases de données que vous utilisez, les machines virtuelles que vous utilisez. En faisant déjà, si vous suivez, si ce n'est que 50% de ces recommandations-là, vous allez vraiment faire chuter votre facture et commencer à sauver des coûts. Et puis, quelqu'un qui fait sauver des coûts à une organisation, c'est toujours mieux vu qu'une personne qui arrive avec une nouvelle facture avec une augmentation de 30%. Donc, l'argent que vous sauvez, l'intérêt, c'est de pouvoir la réutiliser pour d'autres projets et d'autres initiatives que vous jugez beaucoup plus intéressantes. Donc, ça, c'est ce que je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Pour redimensionner une machine, vous pouvez redimensionner une machine virtuelle qui se font directement vous pouvez faire ça directement à chaud. Et donc, vous pouvez saisir une taille de machine virtuelle qui correspond beaucoup plus à votre besoin. Et je pense que j'ai une question. Non Tidjani? Non, pas de question? Ok. Non, il n'y a pas de question. Je voulais juste... Désolé de t'interrompre, je voulais juste apporter un petit commentaire. Là. Si tu reviens sur la slide précédente, là, en fait, beaucoup des bloquants à l'optimisation et au clean-up, c'est dû aussi à une mentalité. C'est que pendant longtemps, en mode on-premise, donc sur site, les gars d'infra, les personnes d'IT, d'infra, ils sont habitués à traiter leurs serveurs comme des animaux de compagnie. Donc, ils en prennent soin, ils les font évoluer, ils les maintiennent et tout ça. Tandis que dans un mode cloud, il faut voir les ressources plus comme du bétail. C'est-à-dire, si ça ne fait pas l'affaire, tu abats cette vache-là, entre guillemets, puis il y en a une autre à côté, tu comprends? Et faut pas penser que j'ai créé mon serveur, donc je vais le garder en vie pendant très longtemps, puis je vais en prendre soin. Il faut accepter le fait que tu n'en as pas besoin, tu le détruis, c'est pas grave, tu vas pouvoir le recréer après. Donc il y a aussi une question de mentalité là-dedans, un changement de mentalité à opérer. Exactement. Merci beaucoup Tidjani pour cet ajout, c'est tout à fait vrai et c'est un excellent point qui est apporté. Donc dites-vous que si vous n'en avez pas besoin, c'est rien de le garder et puis on ne fait pas une compétition à celui qui a le plus de machines virtuelles dans sa souscription. Donc là, je vous ai déjà parlé de pas mal de petits quick wins qui sont assez simples et faciles à mettre en place. Après, l'autre niveau, c'est de migrer directement, que ce soit vos machines virtuelles vers des services PaaS ou alors vers des services SaaS. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir aussi optimiser vraiment vos coûts parce que dans du SaaS, vous allez vraiment juste payer à ce que vous consommez comme utilisateur final.
Donc, ce que je vous ai dit, resizer vos machines virtuelles. Et puis, un autre point qui est de sélectionner la bonne Azure région. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre et intéressant, je pense. C'est que quand vous déployez une machine virtuelle, que vous la déployez dans la région Canada East ou dans la région Canada Central, pourtant nous sommes dans le même pays, vous avez un coût qui est différent pour la même machine virtuelle. Et vous allez en voir encore un coût qui va être différent si vous déployez cette machine virtuelle-là dans une région telle que une région Azure qui est par exemple sur la côte ouest américaine ou encore la région France-Nord. Vous allez avoir encore des coûts qui sont complètement différents. Et dans certains cas, si c'est simplement une preuve de technologie que vous avez à faire ou une preuve de concept, et que vous n'avez pas de données clients, vous n'avez pas de données de data sensibles, vous avez simplement, par exemple, des jeux de données qui sont des jeux de données publics que vous pouvez exporter, c'est-à-dire que vous pouvez que vous pouvez déplacer ces données-là à l'extérieur du pays sans problématique pour vos équipes de sécurité. Dans certains cas, il peut être plus intéressant et plus judicieux d'un point de vue financier de faire votre preuve de concept dans une région où les coûts sont beaucoup plus faibles qu'une région où les coûts sont élevés. Donc, par exemple, la région Canada East, cette région-là, Azure, est une petite région. Donc, les coûts de machines virtuelles sont quand même assez importants, beaucoup plus importants que la même machine virtuelle s'exécutant dans la région Canada, dans la région East US ou West US, par exemple. Donc, dans certains cas, c'est aussi une bonne pratique que vous pouvez adopter pour optimiser vos coûts. Et donc, récemment, Microsoft a mis en place ce qu'on appelle les Azure Spot Virtual Machines. Donc, ce sont des machines virtuelles que vous allez pouvoir utiliser et qui vont pouvoir être interrompues à n'importe quel moment. C'est-à-dire, en fait, vous utilisez des machines virtuelles qui sont sur des serveurs dans des régions Azure qui ne sont pas exploitées. Et donc, pour Microsoft, au lieu d'avoir des serveurs qui tournent sans exécuter une machine virtuelle, ils vont vous permettre de faire exécuter des machines virtuelles sur ces serveurs-là à bas coût. C'est ce qu'on appelle des spot instances. Par exemple, mais par contre, si un autre client qui lui paye le plein prix de cette machine virtuelle a besoin de cette ressource-là, de cette ressource compute dans cette région-là, eh bien, votre machine virtuelle, votre spot instance, elle peut être stoppée pour lui laisser la priorité, en fait. Donc, dans le cas où vous avez simplement des traitements, que ce soit des traitements de job batch ou encore des traitements qui ne sont pas forcément sensibles, ou vous voulez créer, par exemple, des preuves de concept qui sont volatiles, avoir des Azure Spot Virtual Machine peut être également une bonne option. Et enfin, le dernier point, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le Commit and Use Azure Reserve VM Instance, qui est, si vous êtes certain et vous êtes prêt à vous engager avec Microsoft pour avoir des machines virtuelles sur une durée de 2, 3 ou 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans ce cas-là, vous allez obtenir un prix préférentiel. Et donc, vous allez avoir une machine virtuelle qui va être avec un coût où vous allez obtenir un rabais qui peut être, dans certains cas, assez important. Donc ça, c'est encore une autre série de quick wins que vous pouvez mettre en place afin de sauver vos coûts. Me permets-tu un commentaire encore? Oui, vas-y, je t'en prie. Désolé de hijacker ta présentation. Là. Pas de problème. Je reviens sur les spot instances, là, les spot virtual machines. Effectivement, comme tu le mentionnais, c'est intéressant pour du batch processing et tout ça. Par contre, il faut faire attention au niveau plus technique. Là, les traitements que vous allez exécuter sur ces machines-là, il faut que ça ne cause pas d'incohérence dans vos données s'il est interrompu en plein milieu et que votre traitement puisse être repris sans causer de problème ou sans nécessité d'intervention manuelle.
on parle souvent de principe d'idempotence. Donc, si vous êtes capable de réexécuter le traitement et qu'il puisse, entre guillemets, se régénérer de lui-même puis reprendre là où il s'était arrêté, il faut que vous appliquiez ces principes-là de design pour tirer le meilleur profit des spot instances. Super, c'est encore un excellent point. Merci Tidjani. Surtout, n'hésite pas à m'interrompre de nouveau si tu as d'autres points comme ça à apporter à cette présentation. Et donc, pour les personnes qui écoutent cette présentation en direct, si également vous avez d'autres commentaires à partager ou vous avez d'autres idées sur des quick wins que vous avez adoptés, que vous avez mis en place pour optimiser les coûts dans votre organisation, n'hésitez pas à poster ceci en commentaire dans cette conversation. Et puis, donc, si vous regardez cette présentation en replay depuis notre channel YouTube, n'hésitez pas à nous faire un petit tweet, directement à Azure Québec à ce sujet-là, en partageant votre recommandation ou la bonne pratique que vous avez mis en place dans votre organisation. Comme ça profitera à tout le monde et à l'ensemble de la communauté, puis ce sera quelque chose d'interactif. Tu vois, par exemple, nous, un quick win qu'on a mis en place dans le cadre d'un mandat, c'est qu'on utilisait des tags du type delete on, genre je supprime telle ressource à telle date, puis on avait un automation runbook qui s'exécutait périodiquement, qui allait lire justement ces tags-là, puis quand il voit que la date d'expiration de la ressource est atteinte, ben, il supprime la ressource. Donc, on fonctionnait sur ce mode-là. Ça nous permettait justement d'éviter qu'il y ait tout le temps quelqu'un de mandaté pour aller justement faire les tours des ressources puis s'assurer qu'elles sont encore utilisées ou pas. Ben ça, c'est encore un super exemple d'optimisation. Merci beaucoup Tidjani. Donc ça, c'est un super exemple et il y a plein d'exemples comme celui-ci, plein de petits quick wins que vous pouvez mettre en place pour optimiser vos coûts. Et puis, si vous ne savez pas trop par où commencer, désormais avec Azure Advisor, il y a une partie de cost management. Donc, Azure Advisor va vous proposer des recommandations vous permettant d'optimiser également vos coûts. Donc, vous avez un exemple à l'écran. Donc là, on peut voir sur la première ligne qu'on peut avoir que la recommandation peut être de resizer ou d'éteindre des machines qui sont sous-utilisées, par exemple. Et donc, vous avez également une vue des potentiels gains que vous allez faire sur l'année. Donc, vous pouvez voir que dans certains cas de figure, ça peut être vraiment conséquent parce que un 100 $ sauvé chaque mois, à la fin de l'année, si vous avez fait ça 10 fois, ça représente un volume financier qui est non négligeable. Et puis, pour suivre vos coûts directement dans Azure, on a la possibilité d'avoir donc du cost analysis avec directement le service de cost management. Et donc là, ce que vous pouvez voir, vous avez une vue de vos différents coûts par service, par location. Donc on peut voir dans mon exemple que j'utilise 3 régions. On peut voir les différents coûts de mes 3 régions. On peut voir les coûts de mes différents ressources groupes. Donc si vous avez en plus mis des tags sur vos différents ressources groupes, vous savez qui est le responsable projet, quel est le code projet associé à telle ou telle ressource groupe. Donc tout ça, vous allez pouvoir exporter tout ça et ça va vous aider à faire votre refacturation en interne. Et un point qui est vraiment important, c'est que vous allez pouvoir définir des budgets par projet. Donc tout ça, c'est encore de la prévision financière. Vous allez pouvoir dire, ce projet A, il a un budget de 100 et puis sur ce budget-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez définir, et ça je vous invite fortement à le faire, de définir des alertes et de vous dire, attention, qu'est-ce qui se passe quand j'atteins 60% de dépenses du budget que j'avais initialement prévu. Donc dans ce cas-là, vous pouvez être notifié par email. Vous avez une série d'actions que vous pouvez mettre facilement en place. Et puis ça, c'est quelque chose également qui vous donne de la visibilité. Si vous êtes le 5 du mois et que vous recevez un email parce que vous avez déjà dépensé 50%
du budget alloué. Soit vous avez quelque chose qui se passe dans votre souscription ou dans votre source group parce que vous avez par exemple déployé des nouveaux services, vous avez redimensionné des ressources, ou alors que le budget initial n'était pas forcément alloué avec un montant qui était correct. Donc c'est encore une série de petits quick wins qui peuvent vous donner de la visibilité. Et puis, avec les alertes, dans certains cas, vous pouvez carrément aller jusqu'à désactiver votre souscription pour ne pas dépasser un certain seuil. Donc, ça peut être assez fatal. Et puis, vous avez des solutions, vous avez des outils tiers. Si vous ne voulez pas utiliser un outil tel que le Cost Management qui est fourni, donc le Cost Management Service qui est fourni avec Azure, ce qui peut se comprendre parce que vous pouvez vous dire pourquoi une plateforme comme Azure va m'aider à optimiser mes coûts. Ça, c'est une question que j'ai souvent entendue en me disant, oui, mais attends, si on utilise l'outil qui est proposé par le service de la plateforme, eux, leur objectif, c'est qu'on consomme le plus possible. Et donc, ils ne vont pas forcément nous aider à optimiser nos coûts correctement. Je pense que la philosophie qui est derrière, c'est quand même de vous aider à optimiser vos coûts pour que vous puissiez réutiliser cet argent toujours dans votre plateforme de cloud, mais pour d'autres besoins. Et je pense que plus vous avez de besoins, en réalité, plus vous créez de besoins, plus de façon globale, vous allez avoir une consommation qui va être importante. Donc, il y a quand même des personnes qui sont sceptiques, qui veulent aller avec des outils tiers. Ce que j'ai oublié de vous dire dans le Cost Management Services d'Azure, désormais, vous avez la possibilité également de suivre les coûts de vos souscriptions AWS, par exemple. Donc ça, c'est aussi un bon quick win d'avoir l'ensemble de vos coûts au sein d'une même console. Mais ce que je vous parle là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est récente. Il y a encore quelques mois, ce n'était pas possible et donc il fallait aller auprès d'outils tiers, comme par exemple Cloud Health, qui est un outil développé par VMware qui va vous permettre de vous proposer des recommandations, de suivre vos coûts, et ça va être multiplateforme. Ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter vos souscriptions Azure, vous allez pouvoir ajouter vos souscriptions AWS, Google Cloud, par exemple. Donc ça, c'est un outil qui est développé par VMware. Et puis, moi, j'ai travaillé avec un autre outil qui est développé par une société montréalaise qui se nomme ShareGate. Donc l'outil qui est derrière, c'est un outil qui s'appelle Overcast. Donc nous, on avait utilisé ça pour la gestion de nos coûts dans une de mes précédentes expériences professionnelles. Et donc, on avait onboardé nos différentes souscriptions. Et donc, ce qui était vraiment intéressant avec cet outil-là, c'est vraiment le moteur de recommandation. Il va vous dire, par exemple, ce disque-là, il n'est plus utilisé, donc tu as peut-être intérêt à le supprimer. Et si tu fais l'action de le supprimer, ça va te faire sauver, tu vas sauver ce volume d'argent-là. Donc on avait vraiment utilisé cet outil-là pour donc dans un premier temps faire le travail de clean-up, de nettoyage. Donc ça avait été quelque chose de très positif. Pour être vraiment transparent, le coût de cet outil-là, avec un mois d'utilisation de l'outil, on l'avait amorti. Donc, c'est complètement fou. En un mois, on avait dégagé plus d'argent que ce que l'outil nous avait coûté. Donc, au bout d'un mois, on était déjà dans une situation où on faisait du profit. Et puis, l'autre partie qui était vraiment intéressante, c'était la partie forecast. C'était la partie, derrière, il y a un engine en fait qui va faire de l'analyse de tendance par rapport à ce que vous déployez, les ressources que vous consommez, etc. Et donc ça va vous faire du prévisionnel et vous dire là si tu fais rien, à la fin du mois tu vas être à tel volume de dépenses.
Et donc, ça, c'était également intéressant parce que ça nous permettait de prendre des décisions en cours de mois et nous dire, ben, attends, là, si on fait rien, on va exploser le budget qu'on avait initialement prévu. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu telle nouvelle ressource qui ont été déployées. Et donc c'est vraiment un outil qui est assez, que moi je trouve vraiment super. Donc c'est pour ça que j'en profite de le dire et de vous en parler. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez donc retrouver directement sur le site Overcast. Donc avec une simple recherche sur Bing, vous saisissez Overcast by ShareGate et vous allez tomber sur l'outil. Donc ça c'est quelque chose qui est également intéressant de bien s'outiller et d'avoir un outil en fait qui vous permet de faire vraiment votre tracking de coûts en détail. Et puis, vous pouvez, l'équipe produit, je sais, qui est également très ouverte à du feedback, si vous avez des suggestions ou autres. Dans notre cas, on avait pu fournir un grand nombre de suggestions et fournir du feedback. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant. Et puis, donc, c'est développé à Montréal. Donc, vous faites vivre aussi indirectement l'industrie locale au Québec. Derrière toutes les activités FinOps... Excuse-moi. Oui, je t'en prie. Avant que tu ailles plus loin, il y a une question. Ça dit, à quel moment devrait-on passer de cost management à un outil tiers? Alors, c'est une excellente question. Moi, la réponse que je vais vous faire, déjà, est-ce que vous êtes avec un seul ou plusieurs fournisseurs de cloud? Si vous êtes avec plusieurs fournisseurs plusieurs fournisseurs de cloud et que vous êtes dans des scénarios de multi-cloud, dans ce cas-là, moi, je vous conseille de passer par un outil tiers. Parce que vous allez avoir toutes vos informations au sein du même outil. Donc, c'est aussi quelque chose de vraiment important de ne pas avoir de l'information qui est dissociée. Au début, quand avant de passer à un outil tiers, dans une de mes précédentes expériences, finalement, le reporting financier, ça se résumait à des extracts de fichiers CSV qui étaient compilés dans un fichier Excel. On faisait ça tous les mois. On passait un temps fou. Vous avez un facteur d'erreur qui est vraiment considérable. Moi, je vous recommande vraiment, si vous pouvez passer un outil tiers rapidement, faites-le. Voilà. Après, ça dépend aussi de vos volumes de dépenses. Donc c'est pour ça que je modère ma réponse. Ça dépend aussi de vos volumes de dépenses. Si c'est une souscription, il y a juste quelques centaines de dollars qui sont dépensés chaque mois. C'est pas forcément. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec Cost Management. Si vous commencez à dépenser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars dans vos souscriptions, là, dans ce cas-là, oui, vous allez vraiment vouloir faire un effort sur la partie tracking de coûts, prévisionnel. Et dans ce cas-là, un outil comme ShareGate va vous permettre de vraiment optimiser vos coûts et sauver de l'argent. En tout cas, ça l'avait été pour nous et en tant que client. Et c'est pour ça que je vous en fais le retour ce soir aussi. Ça avait été vraiment profitable. Mais il y a d'autres outils qui sont disponibles sur le marché. Voilà, donc j'espère avoir répondu à peu près à la question. Donc pour résumer, si vous êtes sur du multi-cloud, direct, allez vers un outil tiers pour pas vous compliquer la vie. Si vous commencez à avoir des volumes de dépenses qui commencent à devenir vraiment conséquents, par exemple dans vos souscriptions Azure, moi je vous recommande vraiment l'outil de recommandation et d'optimisation de coûts qui est développé par Overcast. Ça marche vraiment bien. Puis la partie prévisionnelle des coûts aussi, que vous pouvez suivre. Vous vous rendre compte qu'en milieu de mois, si vous faites rien, vous allez exploser votre budget. Ça marche aussi vraiment bien. Donc après, si vous avez juste un petit volume de dépenses de quelques centaines de dollars par mois, oui, vous allez pouvoir sauver, faire des optimisations, mais vous allez pouvoir faire avec Cost Management déjà énormément de choses. Donc maintenant, je vais juste passer sur
derrière toutes les activités liées à l'ingénierie financière, FinOps, dans le cloud, dans Azure. Donc, il y a une fondation qui est derrière tout ça, donc avec des personnes qui partagent des bonnes pratiques, qui partagent des white papers. Je vous invite à vous y inscrire, ou du moins à regarder ça de près. Il y a également une certification pour les personnes qui veulent s'orienter dans cette nouvelle thématique. C'est vraiment un nouveau métier, hein. Il y a encore 2 ans, c'était un métier qui n'existait pas. Donc, si je peux me permettre de partager mon point de vue personnel, je pense que c'est vraiment un métier qui va exploser dans les années à venir. Je pense qu'on va retrouver ce type de poste-là dans la plupart des grandes organisations et même des organisations de taille intermédiaire dans les 2 prochaines années, je pense. Là, on arrive à un point où je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont adopté le cloud, qui dépensent énormément et qui commencent à se poser des sérieuses questions sur l'optimisation des coûts. Donc, si vous êtes en reconversion, vous souhaitez faire autre chose, je pense que ça peut être une bonne thématique. Ça peut être un bon sujet à explorer et du moins pour se spécialiser. Il y a de plus en plus de sociétés de consultants qui proposent des offres de services pour vous aider à optimiser vos factures. Et donc, c'est vraiment, vous pouvez voir ça soit auprès de... Vous pouvez imaginer un poste auprès d'une auprès d'une société de consulting pour faire de l'optimisation de coûts directement au sein d'une grande organisation. Ouais, donc voilà, donc c'est mon point de vue par rapport à ça. J'aurais deux questions pour toi, Max. Oui, je t'en prie. À la certification, là. Première question, là, le logo de la certification ressemble à un logo de certification AWS. Est-ce que c'est orienté AWS ou c'est Non, générique? non, c'est générique. C'est générique. C'est générique, oui. Ok. Deuxième question, là, c'est est-ce que ça prend un certain background là, pour te lancer dans ce genre de certification, par exemple des connaissances en finance ou en comptabilité? J'imagine que c'est un atout, mais est-ce un requis? Non, c'est pas un requis. C'est pas un requis. C'est-à-dire un développeur ou un IT pro là, qui voudrait passer cette certif serait capable. Oui, il pourrait, tout à fait. Je l'ai pas passé cette certification, donc je veux pas trop parler à ce sujet-là. C'est dans ma liste de to-do. Mais oui, je pense que ce serait quelque chose d'envisageable. Dans une de mes là, je peux refaire un parallèle. Dans une de mes précédentes expériences pro, quand on a commencé à aborder toute la gestion des coûts, on a eu une chance en or, c'est que on a embauché un stagiaire qui était un ancien actuaire, qui était en reconversion professionnelle, donc vers un poste d'administrateur cloud, administrateur architecte cloud. Et donc, pour nous, ça a été du bonheur parce qu'on avait quelqu'un qui avait un background d'actuaire et qui, en même temps, développait un background technique en parallèle. Et donc, toutes les parties de créer des prévisionnels financiers, du reporting, créer des dashboards pour un comité exécutif, c'était des choses qu'il faisait à 100% auparavant dans son emploi d'actuaire. Donc, ça a été vraiment génial. Donc ça, c'est un peu une situation utopique. On a eu énormément de chance. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un background d'actuaire pour vous lancer dans ce domaine-là. Ça va vraiment être, je pense, un effort personnel et un investissement qui va être quand même assez conséquent pour apprendre ces thématiques. Et il y a vraiment un livre qui est un peu la Bible du FinOps, qui s'appelle Cloud FinOps, que je vous recommande vraiment de lire, en tout cas si cette thématique vous plaît. C'est vraiment sur le marché en ce moment, c'est un peu comme je dis, la Bible du FinOps. Si vous avez d'autres ressources, surtout n'hésitez pas à nous les partager, à partager ça directement sur le Twitter de la communauté Azure Québec. Vu que c'est un nouveau métier qui est en train de se développer et qui n'existait pas il y a 2 ans, ça bouge très très vite
Et donc, c'est aussi l'occasion de monter dans le train au bon moment parce que c'est vraiment le début en fait. Donc voilà. En conclusion, si je voulais conclure cette présentation, c'est avant tout de penser à votre gouvernance interne, pensez à taguer vos ressources, pensez à identifier vos ressources. Donc ça, c'est vraiment la clé en fait. Essayez de supprimer au maximum l'utilisation de machines virtuelles de type IaaS. Utilisez des services SaaS. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez faire des économies de coûts considérables. Éteignez vos machines virtuelles. Ça peut paraître simple, mais je pense qu'on ne le répète jamais assez. Éteignez vos machines virtuelles quand vous ne les utilisez pas. Et surtout, pensez à définir des limites et créer des limites de dépenses, créer des budgets par équipe. Et puis, au début, ça peut être vraiment fastidieux. Hein. Je me souviens quand on a commencé nos activités, au début, c'était vraiment fastidieux. On se disait, mais cette base de données, elle est utilisée par quelle équipe? Est-ce que c'est toujours utilisé, etc. Mais c'est du travail de jour après jour. Et puis, c'est les petits pas qui vont faire des grands pas. Hein. C'est les petites rivières qui font des grandes rivières, hein, comme on dit. Donc voilà, ce que j'ai voulu essayer de vous partager ce soir, c'était essentiellement un peu mon expérience et mes expériences passées avec cette thématique-là, et puis quelques quick wins qui vous permettront, j'espère, d'optimiser vos coûts. C'est à peu près tout pour moi pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je conclurai cette présentation. Est-ce que Tidjani, tu as des questions dans le chat? Non, on a répondu aux questions. Ok, parfait. En tout cas... Tu parlais, vu qu'on en profite, tu parlais des quick wins, j'en ai un aussi à partager. Si vous utilisez des app services, par exemple, il ne faut pas penser qu'un app service égale un app service plan. Sur Azure, ce que vous payez, c'est pour le app service plan, pour le plan de service, et non pas pour l'instance en tant que telle. Donc, vous pouvez densifier là-dedans, surtout si vous avez des petites web apps qui ne sont pas forcément utilisées à pleine capacité, à plein potentiel tout le temps. Là. Vous pouvez en mettre, par exemple, 2, 3 ou 4 ou 5, dépendamment de votre utilisation, sur un même plan de service, puis ainsi payer pour un seul plan de service qui ferait rouler plusieurs web apps. Aussi, le secret là-dedans, comme tu le mentionnais, c'est le monitoring. Monitoring et alertage. Si vous avez une stratégie de monitoring et d'alertage qui est défaillante, vous n'allez pas voir ces opportunités d'optimisation. Exactement, ça va. Et puis quand on parle de monitoring, hein, donc je rappelle, il y a vraiment deux types de monitoring. Le monitoring de votre infrastructure, ça c'est une chose, mais également le monitoring de votre application. Si vous êtes une équipe produit, puis vous ne savez pas dans ce que votre application consomme, ça va être très compliqué d'optimiser vos coûts par rapport à ça. Du moins, ça va être pas mal de travail de tâtonnage afin de faire comme une sorte de benchmark par rapport à ce qui est utilisé avec telle ou telle charge. Souvent, ce que les équipes peuvent faire, c'est qu'elles peuvent faire des tests de load charge. Dans ce cas-là, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu de la consommation des ressources par vos applications avec, par exemple, 50 users, 100 users, 300 users, 10 000 users. Donc, ça va vous aider également à dimensionner vos services également. On a une question dans le chat, mon cher, c'est Jeff qui demande « Est-ce qu'on a des recommandations sur comment distinguer les coûts d'un produit sur les environnements de production et charger par client les différentes ressources ?» Alors, si je répète la question, si j'ai bien compris, c'est comment identifier les coûts d'un produit et les charger par client, c'est ça? Oui. Ok. Après, ça va dépendre comment votre application elle est dimensionnée en fait. Ça dépend si vous avez une base de données par client. Est-ce que c'est la même base de données?
Après, je vais dire que ça va être quand même très... j'ai pas forcément de recommandations directes comme ça à partager. Je pense que ça va être très spécifique à l'architecture de l'application. Ouais, ça va être ça ma réponse. Je dirais, tu as aussi, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, les tags. Tu peux taguer des ressources par clientèle, par exemple. Tu dis, ben, telle et telle ressources sont utilisées par tel et tel client. Tu as les ressources groupes, tu as plusieurs éléments que tu peux mettre en place pour distinguer quelles ressources sont utilisées par quel client. C'est sûr que des fois, tu vas avoir des ressources qui sont communes à différents clients. Et dans ce cas-là, ça va être complexe. Là, ça va être un peu plus complexe. Tu vas y aller peut-être un peu plus par essayer de deviner le pourcentage d'utilisation d'un client versus un autre, puis essayer de moduler ta facturation de cette façon-là. C'est ça qui va être le plus complexe pour toutes les ressources qui sont partagées. Parce que finalement, l'utilisation va varier entre les différents mois, entre les différents clients. Donc ça va être, ouais. Ça va être assez complexe. J'ai pas de réponse magique pour cette question, pour toutes les ressources partagées. On a un commentaire de Sofiane qui dit on peut aussi, si on utilise un application gateway, l'éteindre la nuit par exemple, on continuera à payer par contre pour l'IP public, mais cela réduira malgré tout le coût du service. Exactement, ça c'est encore un bon point d'éteindre vos ressources. C'est vrai que dans cette présentation, j'ai beaucoup parlé de machines virtuelles, mais vous avez également une quantité d'autres services qui tournent 24 heures sur 24. Si vous pouvez les arrêter au maximum, vous allez sauver des coûts de façon considérable. Ça c'est vraiment... c'est quelque chose qui peut paraître assez évident, mais en réalité, ce n'est pas forcément des choses que les gens font. Et donc, c'est un premier quick win assez simple. En tout cas, je vous remercie pour votre participation, d'avoir assisté à cette présentation. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer cette présentation. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre participation au sein de la communauté Azure Québec. Et puis, je me répète une nouvelle fois de plus, on est à la recherche de conférenciers, donc n'hésitez pas à soumettre vos idées. Merci beaucoup et puis faites attention à vous dans ces temps un petit peu compliqués. Merci. Merci beaucoup Max pour cette belle présentation. Donc vous avez ici, vous voyez les coordonnées de Max si jamais vous voulez le rejoindre. Vous avez aussi notre Twitter et la vidéo sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Donc merci beaucoup de votre participation. Puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine session. Bonne soirée.